Bienvenue à cette rencontre du cycle Énergie et organisation du territoire de l'agence, organisée avec l'ADEME et l'agence d'urbanisme de Mulhouse. Alors pourquoi un cycle sur l'énergie? Je vous rappelle en quelques mots la logique qui a prévalu à nos différentes conférences. En 2010, l'ADEUS a identifié les vulnérabilités climatiques de notre territoire comme un risque et peut-être comme une opportunité. Nous avons cherché les façons de ne plus seulement consommer notre Alsace, mais également d'y organiser le renouvellement de nos ressources, afin de progressivement faciliter une nouvelle alliance ville-nature. Nous avons commencé à explorer dans un groupe de travail partenarial la signification d'une plus grande mise en réseau énergétique des territoires. Nombre de solutions et de bonnes pratiques existantes, y compris allemandes, ont été présentées. L'agence de Mulhouse, de son côté, avec l'ADEME, a montré par un travail de prospective le besoin conjoint de technologies, d'évolution de comportements individuels, d'organisation par les collectivités, pour que les questions écologiques et énergétiques progressent sérieusement. Nous avons alors enclenché ce cycle de conférences avec le besoin de faire le point. Beaucoup de questions traitées, dont on ne voit plus toujours le rapport entre elles et qui peuvent donner le sentiment que la prise en main de la question énergétique est hors de portée de la plupart d'entre nous. Nous accueillons aujourd'hui Siria Emelianov, professeur en géographie, aménagement et urbanisme à l'Université du Maine, qui est par ailleurs membre du groupe des experts du débat national sur la transition énergétique, dont fait également partie Pierre Radan. Siria Emelianov a étudié comment différentes villes européennes s'y sont prises pour mettre en œuvre la transition énergétique, ce qui lui permet aujourd'hui de comparer ces approches et d'en tirer un certain nombre de conclusions. En effet, si les directives européennes donnent le ton, les stratégies pour y répondre diffèrent. Comment se positionnent les collectivités françaises? Quels sont leurs atouts? Quelles sont les solutions imaginées par d'autres pays dont la France pourrait s'inspirer? Il nous a semblé intéressant d'y regarder de plus près, et c'est la raison de la présence avec nous ce soir de Siria Emelianov. Ensuite, nous aurons une table ronde avec les expériences du docteur Michael Frey, expert de ces questions et professeur à la Hochschule à Kiel, c'est ça, et qui a travaillé au niveau régional très fortement donc à ces questions-là. Et Sylvain Wasserman, qui est directeur général du groupe réseau GDS, qui, en tant qu'opérateur, est en première ligne sur la mise en place de solutions de terrain. Et je vous propose donc, sans plus tarder, d'écouter nos invités. On va parcourir beaucoup de choses, on s'intéressera peu aux villes françaises, mais ici il y a peut-être des élus qui en savent beaucoup plus que moi sur les blocages français face à la transition énergétique à l'échelle locale. Donc je ne suis pas particulièrement familière, notamment des points les plus techniques de ces blocages. Et puis j'ai eu tendance, moi, à travailler sur des cas européens plutôt pionniers, plutôt d'abord sur les stratégies de développement durable et donc évidemment maintenant sur les notions de transition post-carbone, c'est en continuité puisque c'est une histoire longue comme on le verra dans les cas qu'on va étudier. Donc un petit bilan mais avec deux zooms sur la politique de Stockholm et d'Hanovre pour comparer deux voies de transition énergétique bien contrastées, la Suède et l'Allemagne. Alors il y a plusieurs objectifs dans cette conférence débat. Resituer les enjeux de la ville post-carbone, on le fera rapidement. Le plus central, discuter des convergences et des divergences dans les trajectoires locales de sortie des énergies fossiles, mais aussi au moment du débat. Moi, je vous donnerai des éléments. Un objectif qui est sous-jacent et sur lequel je n'insisterai pas, mais qu'on sent, c'est de montrer les influences et les colorations politiques dans les choix de transition. Ils sont en fonction d'équipes municipales, à droite, à gauche, conservateurs ou pas, et ça influe le contenu des politiques climat. Et puis aussi, ça c'est important, souligner le poids des politiques nationales ou fédérales et d'une gouvernance multiscalaire de la transition, parce que c'est sans doute un point absolument fondamental pour avancer. Un point faible, peut-être
à nuancer selon les contextes géographiques. Et puis tout à la fin, on pourra réfléchir sur les marges de manœuvre des villes françaises un tout petit peu ou par effet miroir, et ça sera peut-être aussi l'objet du débat. Alors si on rappelle les enjeux de la transition énergétique pour les villes, il y a d'abord des enjeux climat, puis des enjeux énergie, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Premier enjeu, c'est la régulation politique du changement climatique. Politique, ça veut dire que les acteurs locaux s'imposent comme figure de la régulation du climat mondial. C'est nouveau, c'est un enjeu géopolitique via des réseaux de villes transnationaux. Les villes veulent peser enfin certaines villes bien sûr et certains réseaux de villes veulent peser dans ces formes de régulation. Alors juste pour rappeler quelques chiffres, la production humaine de carbone atmosphérique est de 7,5 gigatonnes de carbone par an. En tendanciel sur cette lignée, ça nous amènera en 2050 à produire 16 gigatonnes de carbone par an. Pour stabiliser le climat, il faut être capable de produire 2 à 3 gigatonnes de carbone par an. Bon, ça donne déjà l'ampleur du défi. Et dans l'Union européenne, on estime que 77% du CO2 est émis par les villes. Enfin, c'est-à-dire ça correspond au taux d'urbanisation, puisque c'est là où, sur les territoires, qu'on consomme de l'énergie directement ou indirectement par les objets qu'on achète. Donc les pouvoirs locaux sont bien sûr directement concernés par cette question, et pas seulement les États, mais ils ont pris des initiatives dans certains contextes géographiques et géopolitiques. On le verra. Deuxième enjeu, l'adaptation au changement climatique. On n'en parle pas assez, enfin ça mériterait une séance spéciale. On peut souligner, c'est énorme comme enjeu, c'est devant nous. On peut souligner aussi qu'il y a des synergies, il y a des mesures qui peuvent être synergiques, c'est-à-dire qui peuvent à la fois permettre de s'adapter au changement climatique en atténuant les émissions de CO2. Et celles-ci sont particulièrement intéressantes. Alors on peut penser à tout ce qui concerne la ville bioclimatique, donc une ville qui tempérerait son climat et qui donc éviterait par exemple des consommations liées à la climatisation. Mais aussi plus généralement à une ville qui déploie les services écosystémiques. Ça joue à la fois sur l'adaptation et sur l'atténuation. Ça c'est pour le climat. En termes d'énergie, les enjeux sont peut-être encore plus évidents pour les élus et les services. C'est le renchérissement des prix de l'énergie avec toutes ces fluctuations et ces incertitudes, mais un tendanciel lourd sur le prix de l'énergie qui induit non simplement de la précarité énergétique. En France, on parle de la précarité énergétique parce qu'on voit que beaucoup la question sociale, mais ça induit beaucoup plus largement la fragilisation de l'économie, donc une fragilisation d'ensemble de toutes les activités économiques. Autre enjeu, la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. Cet enjeu, il est très formulé par les villes anglo-saxonnes et britanniques en particulier, qui s'inquiètent par rapport aux picoles et qui formulent davantage les politiques énergie-climat sous forme de réduction de la dépendance énergétique à l'échelle locale. Nous, en France ou dans d'autres pays, on le formule moins. Donc c'est aussi des filtres, des clés d'entrée différentes selon les contextes. Et puis bien sûr, dernier enjeu, enfin peut-être pas le dernier, mais celui que j'ai identifié, l'innovation dans une économie, une société bas carbone, la création d'emplois, les emplois non délocalisables. L'économie et la société bas carbone, c'est complètement entériné au niveau de l'Union européenne, ça s'impose. Et derrière cet enjeu, il y a toute une reconversion et énormément de gisements d'emplois, d'innovation sociale, d'innovation démocratique. On en est au tout début. Alors, ces enjeux énergie-climat, pour le climat, sont récents, mais pour l'énergie, il y a déjà eu évidemment des politiques locales d'énergie et elles ont été consécutives soit au choc pétrolier aux États-Unis, en Europe, soit aux catastrophes nucléaires. Donc, les villes pionnières, en fait, dans les plans climat, partent souvent, elles ont déjà conduit des politiques énergétiques locales, soit pour sortir du nucléaire, soit parce qu'elles étaient très économes, par exemple Besançon, si on prend l'exemple français. Donc on ne part pas de rien. Mais l'éruption de l'enjeu climatique va drôlement booster, on peut dire, et permettre de reformuler ces politiques qui vont changer d'amplitude. Et il y a une année charnière qui est l'année 1990.
en fait, c'est suite à la parution du premier rapport du GIEC sur le changement climatique que beaucoup de choses se mettent en place. Il y a 2 éléments clés qui expliquent qu'on mène des politiques énergie-climat à l'échelle des villes. Alors, ils paraissent pas être sur le même plan, mais je les mets sur le même plan. Premier effet, 3 associations de collectivités locales se construisent sur les enjeux énergie-climat. En 90, suite à l'apparition du rapport du GIEC, c'est ICLEI qui joue un rôle absolument fondamental au niveau mondial, allemand, européen. Voilà. L'Alliance Climat, qui est une alliance européenne de villes basée à Francfort, et Énergie-Cité, qui est basée en France, et qui d'abord part du refus du nucléaire. C'est d'abord sa motivation principale pour que les villes reprennent en main leur avenir énergétique. Mais très vite, énergie et climat vont fusionner. Sans ces réseaux de villes qu'on appelle des réseaux transnationaux, l'action climatique locale n'aurait pas vraiment avancé, je pense. Et c'est une géopolitique à l'international des villes qui se positionnent à toutes les échelles sur la question énergie-climat. Et puis, bien sûr, alors ça c'est un fait massif, l'engagement européen, puisqu'après la conférence de La Haye consacrée au changement climatique en 1989, l'Union adopte des objectifs ambitieux, forts, et très vite, dès 1989, met en place les premiers programmes d'économie d'énergie et d'appui aux énergies renouvelables. Et ces programmes ont joué un rôle important. Joule, Thermi, SAVE, Altener, STIR, Concerto, on peut en citer beaucoup. Ils vont appuyer aussi les efforts des villes, que ce soit en matière d'éco-construction, d'économie d'énergie. Et c'est aussi l'Union européenne qui finance, par exemple, 400 agences locales et régionales de l'énergie. C'est dans cette vague des années 90. Et ces agences locales de l'énergie jouent un rôle fondamental pour inventer les premiers plans climat. Donc un impact assez fort. Alors, outre ces campagnes européennes, ces programmes, en 2007, l'Union franchit un autre pas en adoptant ce qu'on appelle le plan d'action pour la politique énergétique européenne. Et l'objectif est fort puisqu'il s'agit de réduire de 20 à 30% les émissions de CO2 d'ici 2020. 20% si l'Europe y va seule, 30% si les États-Unis, la Chine, etc. vont sur ces objectifs avec nous, et de 60 à 80% des émissions d'ici 2050. Donc le fameux facteur 4, division par 4 des émissions de CO2. Parce que pour stabiliser la température mondiale, il faut réduire d'un facteur 2 les émissions globales à l'échelle du monde, et donc dans les pays occidentaux d'un facteur 4. Pour leur permettre de se développer. Donc ce facteur 4 est entériné en 2007 et traduit par le Conseil européen en décembre 2008 sous l'appellation, enfin, on a coutume d'appeler ça le paquet énergie-climat. Mais ça c'est très important, c'est l'adoption des 3-20, 3 objectifs. Réduire de 20% les émissions de CO2 d'ici 2020, réduire de 20% notre consommation d'énergie nationale, développer les ENR à hauteur de 20% dans la consommation finale d'énergie. Ça paraît rien et c'est extrêmement ambitieux. Alors ça, après, ça va se traduire et se décliner dans différentes directives qui s'imposent bien sûr aux États, mais que je ne détaille pas et ce n'est pas mon domaine. Mais cet engagement européen est né dès 1989-90. Alors, ces deux choses, des réseaux de villes et l'Union européenne qui a une politique énergétique mais qui veut s'appuyer sur les collectivités locales, ces deux choses vont converger et ces réseaux de villes qui portent la question climatique, je pense à ICLEI, qui porte les premiers plans climat au monde, vont très vite trouver une oreille attentive et vont trouver l'appui en fait de la Commission européenne. Donc tout le travail des réseaux de villes en faveur des plans climat à l'appui financier, mais aussi la légitimité de l'Europe, puisque l'Europe finalement dit oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller et je dégage des programmes, etc. pour aller dans ce sens. Alors il y a un autre réseau qui s'est constitué qui s'appelle la Convention des maires et qui effectivement est un réseau de villes, de collectivités locales qui ont adopté les 320 européens, 4770 aujourd'hui, mais ça évolue tous les jours, et qui s'engagent à réussir l'objectif des 320 d'ici 2020.
C'est extrêmement ambitieux, extrêmement impossible dans la plupart des cas, mais ça n'empêche pas un très grand nombre de collectivités de se rallier à ce mouvement. Donc là, on voit sur la carte en Espagne et en Italie, beaucoup l'Europe du Sud. C'était pareil pour les agendas 21 ou d'autres problématiques de durabilité. Il y a là une aspiration à l'européanisation. Les villes veulent s'européaniser, elles veulent apprendre aussi des villes du Nord, elles veulent faire partie de ce mouvement de villes ou de maires européens qui participent à l'ordre mondial, sans laisser la question du climat aux mains des États. Au niveau des traductions plus opérationnelles, en Europe, on a connu 2 vagues de plans climat locaux. La première vague commence dès 91 et c'est les plans climat qui voient le jour dans la période d'élaboration du protocole de Kyoto, donc avant 1997. C'est ICLEI qui invente ce qu'il appelle les plans de réduction du CO2 urbain, donc cette association de collectivités qui, avec des villes pilotes, va inventer la méthode, l'objet déjà. Je pourrais faire toute une histoire, mais ça prendrait trop de temps. Ça part d'une préoccupation canadienne, puisque avant ça, il y a eu des plans, des ordonnances municipales pour bannir la production d'ozone, pour ne pas détruire la couche d'ozone, parce que les États-Unis n'appliquaient pas le protocole de Montréal. Donc, si vous voulez, c'est du forçage politique, même des politiques, ce qu'on appelle des politiques étrangères locales, puisque les États ne font pas assez. À nous, les villes, de se doter des objectifs, finalement de réussir les objectifs de Kyoto ou des objectifs climat. Donc ICLEI prend un certain nombre de villes, invente une méthodologie, invente le bilan carbone bien avant l'ADEME et finalement met en place des plans climat. Et en lançant une campagne des villes pour la protection du climat, ce sont des centaines de villes qui vont s'embarquer comme ça dans l'édification de plans climat, particulièrement en Europe du Nord, en Allemagne et en Suède. Donc dans les années 90. Puis, ça reste cantonné à l'Europe du Nord, à des villes motivées, mais il y a quand même des centaines de plans climat. Après la ratification du protocole de Kyoto, une fois que la Russie a signé le protocole, là, on change d'échelle. Et les plans climat vont se généraliser, en tout cas dans certains pays. En France, c'est très clair. Mais il y a eu bien sûr la mise en œuvre, l'activation du protocole de Kyoto, mais il y a eu aussi un certain nombre d'accidents climatiques. En France, la canicule de 2003 va beaucoup marquer les esprits. En Espagne, c'est pareil. Pénurie d'eau, les températures s'élèvent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. On a des vraies préoccupations sur le changement climatique en acte. Ça va aussi pousser, avec l'application du protocole de Kyoto, à développer des plans climat. Alors en France, on passe par la loi, la législation, donc ils sont obligatoires pour les villes de 50 000 habitants. Ça, c'est une bonne spécificité française. En Espagne, c'est d'abord des réseaux de villes espagnols pour le climat qui se constituent. Il faut dire que la situation est critique parce que, par exemple, là, les émissions de CO2 en Espagne ont augmenté de 52% entre 1990 et 2007. Au Royaume-Uni, donc en fait, ces plans climat touchent des lieux géographiques qui n'avaient pas été jusqu'ici affectés par ces politiques climatiques. Donc, globalement, Europe du Sud, Royaume-Uni aussi, c'est très récent. Et le Royaume-Uni est aussi très inquiet par rapport aux problèmes d'adaptation au changement climatique, aux inondations, à la montée du niveau marin. Et donc, une déclaration de maire en 2000, la déclaration de Nottingham, c'est un peu le premier acte de la prise de conscience des maires sur la question du climat. Cette déclaration ne mentionne aucun engagement chiffré de réduction des gaz à effet de serre. C'est très surprenant. On est beaucoup sur la politique de l'adaptation. Dans les plans d'ICLEI, il y a un objectif en 94-95 de 25% de réduction du CO2 d'ici 2005, entre 90 et 2005. Donc ça va déjà bien plus loin. Mais on voit donc une diffusion de ces politiques climatiques locales. Alors bien sûr, on peut se demander quelle est l'efficacité des plans climat, et ça serait très difficile d'y répondre vraiment. Ce sont des outils d'amorce, on va dire. La première chose qu'il faut souligner, c'est que les plans climat ne considèrent que les émissions dues à ce qu'on appelle les consommations directes d'énergie. Donc le chauffage, l'électricité, les carburants.
Ça, en France, globalement, c'est 50% de nos émissions. Tout le reste, c'est de l'énergie grise quand vous achetez un objet ou même une voiture. Il y a beaucoup d'énergie grise. Donc, globalement, ça veut dire qu'un plan climat facteur 4, en réalité, c'est un plan climat facteur 2. On n'agit que sur la moitié des émissions. Ce qui pose, bien sûr, des tas de questions. On y reviendra à la fin, y compris sur l'action locale. Donc, les plans climat, c'est l'énergie directe, d'abord. Ensuite, leur efficacité est très variable selon les contextes, mais on peut dire que la littérature aussi, qui a travaillé là-dessus, a identifié certains éléments. Le premier est bien identifié par les spécialistes. Les plans climat qui sont allés le plus loin en termes de résultats, c'est-à-dire qui ont réussi à réduire effectivement les émissions de CO2, à inverser les tendances d'augmentation, se sont déployés dans des contextes très décentralisés où les villes avaient des compagnies locales d'énergie. Alors c'est bien sûr le cas de l'Allemagne et de la Suède, et c'est pour ça que mes cas sont allemands et suédois, c'est pas un hasard, c'est là qu'on est sans doute allé le plus loin à l'échelle locale, enfin les cas que je vous présenterai. Mais si on regarde le premier plan climat français, c'est Grenoble. Et Grenoble a 2 compagnies locales d'énergie. Et bien sûr, toute une tradition sur la culture énergétique locale, puisque la houille blanche, on l'avait passée en régie pour qu'elle profite aux finances municipales dans l'entre-deux-guerres et pas au privé. Donc une municipalisation des bénéfices de la houille blanche. Donc des choses quand même assez... Voilà, ces villes ont la main sur le secteur de l'énergie. Et quand on n'a pas la main sur le secteur de l'énergie, effectivement, les marges de manœuvre sont beaucoup plus étroites. Autre constat, l'efficacité des plans climat ne dépend pas simplement du volontarisme ou du caractère extraordinaire du maire, mais bien de l'articulation entre des politiques nationales ou fédérales et des politiques locales, sans parler des politiques régionales éventuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mesures clés, les tarifs de rachat des énergies renouvelables, l'éco-fiscalité, en Suède très important, on le verra, les réglementations, les financements des politiques climatiques. Une ville peut partir seule, ça a été le cas d'Hanovre, mais est plafonnée au bout d'un certain nombre de politiques si on n'a pas ces relais, ces éléments qui mettent de l'huile dans le rouage. Puis le troisième élément, bien sûr, c'est de mettre à disposition des fonds locaux pour le climat, de les inventer. Ça paraît couler de source, mais on va voir que dans les 2 cas étudiés, il y a eu beaucoup de fonds spécifiques dédiés au climat, donc pas simplement du personnel, mais aussi un budget, tout simplement. Alors, pour pas que vous ressortiez de cette conférence avec l'idée que vraiment, il n'y a qu'à Stockholm qu'on peut faire quelque chose, on peut aussi faire beaucoup en l'absence de moyens. Donc là, je prends le cas de Bologne, enfin de la province de Bologne, en Italie, en Émilie-Romagne, et de son micro-Kyoto. Alors Bologne, d'abord c'était une ville du communisme italien très particulière, le centre névralgique intellectuel de l'Italie. Toutes les universités sont à Bologne, tous les intellectuels, tous les profs, tous les politiques sont formés à Bologne, donc c'est quand même pas rien comme ville. Et cette ville, avec sa tradition d'ouverture, d'innovation, d'expérimentation, avait été une des premières candidates du réseau d'ICLEI. Il y avait 12 ou 13 villes, et il y avait d'ailleurs dans ces 12 ou 13 villes en 91 qui commencent à mettre en place des plans de réduction du CO2, il y avait Hanovre et il y avait Bologne. Donc une antécédence liée à un engagement très précoce. En 95, la ville adopte un plan de réduction du CO2 urbain qui est plutôt poussé par des Verts. Enfin, le service de l'environnement est très lié à la DAG ambiante, en l'occurrence. Donc ce sont des Verts, c'est les services, mais ils arrivent à faire adopter un plan de réduction du CO2 urbain en 95, ce qui est incroyable. Alors ils sont sans illusion, ils disent l'adjoint à l'environnement ne pense pas que nous allons lutter pour le réaliser. Nous ne le réaliserons pas, mais nous allons lutter. Une lutte de 15 ans et plus pour dire la question énergie-climat, vous allez la traiter. On n'y arrivera pas, mais on va vous embêter jusqu'à ce que... En réalité, il y a eu un changement politique. Le communisme est mort, la droite est passée, alors tout s'arrête et les gens qui étaient à la ville de Bologne vont passer à la province de Bologne, en tout cas ceux qui portent la politique climat. Et donc l'histoire recommence, mais cette fois-ci à la province de Bologne, c'est l'échelle du département, si vous voulez. Donc en 2006, la province de Bologne fait un agenda 21, il y a une idée qui germe, mais pourquoi on ne ferait pas un micro-Kyoto ? Ça veut dire que toutes les communes volontaires de notre province, de notre département,
peuvent signer ce Kyoto local et avec les mêmes objectifs que le Kyoto italien. Je crois que c'était moins 8% de réduction du CO2. Et voilà, c'est parti. Et 70% de la population de la province signe, enfin via les municipalités, qui signent ce micro-Kyoto. Et chaque année, les communes volontaires présentent un plan d'action et ses résultats. Bon, c'est de l'ordre de la sensibilisation. Les résultats ne sont pas faramineux. Mais ce qui est intéressant, c'est l'optique. L'optique de la province de Bologne, ça a été de dire, on ne va pas y aller par les dispositifs techniques, ça coûte cher, on n'a pas forcément les moyens. On va essayer de réduire les consommations énergétiques à travers les comportements, à travers les économies d'énergie. Il y a même sur le site de la province toute une sensibilisation à la consommation critique, concept qui est assez lié au mouvement de la décroissance en Italie, en fait. Comme ils sont pionniers, enfin, comme Bologne l'avait été, ils obtiennent des projets européens, 3 projets européens. L'un qui consiste à mobiliser des fonds civiques, donc un appel aux parents pour faire un actionnariat populaire pour réhabiliter les écoles. Donc les parents investissent, on réhabilite l'école, et après il y a un retour sur l'investissement. Donc un moyen ingénieux de financer la réhabilitation des écoles. Les 2 autres programmes sont dans la même veine. Économiser pour investir. Dans quelques bâtiments de l'administration, on va montrer que les comportements économes en énergie, donc typiquement éteindre son ordinateur quand on sort du travail, permettent à eux seuls de tenir l'objectif de Kyoto des moins 8%. Autre initiative, créer un fonds d'investissement interne pour l'administration de la province. La province n'a pas de sous. Il faut qu'elle crée un fonds climat. Pour le créer, des micro-mesures, des comportements, on fait attention, puis avec ça, on fait une petite mesure d'économie d'énergie et on gagne plus et on investit un peu plus dans le parc de véhicules, etc. Quelque chose d'incrémental. Donc inventer des fonds en sauvant, d'abord de manière uniquement comportementale au début, mais évidemment on ne va pas très très loin. Donc là, on n'est pas sur des politiques à grands moyens, on est sur des politiques à faibles moyens qui vont tabler sur les économies, la sobriété, voire la consommation critique. Un autre point avant d'aborder nos cas d'études, c'est qu'il y a aussi bien sûr un moyen de réduire les émissions de CO2 et les consommations énergétiques en dehors des plans climat, puisqu'en fait on se rend compte très vite que la question climat est transversale et qu'elle déborde sur toutes les politiques d'urbanisme, de transport. Et il y a des articulations fortes entre urbanisme, transport, énergie et climat. Globalement, pour le dire vite, les économies d'espace sont des économies d'énergie. Alors les premiers quartiers durables européens, qui d'ailleurs étaient fortement articulés politiquement au plan climat, qui n'ont pas été créés ex nihilo, mais qui faisaient partie d'une stratégie climat, font une démonstration de cette corrélation économie d'espace, économie d'énergie à 4 échelles. À l'échelle de l'agglomération, un écoquartier, on dit en France écoquartier, je préfère quartier durable, mais bon, je vais dire écoquartier, c'est l'appellation officielle, participe bien sûr d'un resserrement urbain qui réduit la dépendance automobile et donc énergétique, en permettant une meilleure viabilité et desserte en transport en commun. On a là un resserrement qui favorise des économies d'énergie, au moins par rapport au mode routier. Pour les réseaux, c'est une question complexe. À l'échelle du quartier, la densité et la mixité fonctionnelle permettent effectivement aussi des économies d'énergie et de mobilité, permettent le déploiement de modes doux, donc eux aussi générateurs d'économies d'énergie, permettent aussi des innovations si le quartier est assez peuplé. Il faut une densité de bouclage entre des réseaux qu'on n'avait jamais bouclés, les réseaux de l'eau, de l'énergie et des déchets, à Stockholm et à Malmö, ce que les Suédois appellent les écocycles. Le quartier permet une production énergétique locale, s'il est assez effectivement peuplé, dense. Et puis par les effets de composition urbaine, et là il s'agit plutôt de microclimat, on peut aussi agir sur les consommations énergétiques des bâtiments. Par exemple à Malmö, on est face à l'Öresund, il y a beaucoup de vent, donc il y a des immeubles bars qui empêchent le vent de rentrer et le quartier se déploie en position d'abri. Et donc il y a moins de déperdition énergétique, mais aussi on circule à pied avec un confort beaucoup plus agréable. Ça, c'est juste par la composition urbaine.
À l'échelle de l'îlot, on sait que la mitoyenneté, c'est 20% d'économie d'énergie, à peu près, entre deux bâtiments distincts, ou au contraire, s'ils sont mitoyens, il y a une mutualisation de la chaleur. On voit aussi le développement de microcentrales en cogénération, enfin de dispositifs décentralisés. Et puis le bâti, par sa taille, par le nombre de mètres carrés, par sa compacité, peut aussi, économie d'espace, enfin par sa taille, peut aussi permettre effectivement des économies d'énergie. Par exemple, les maisons passives du Kreuzberg, qui sont parmi les premières maisons passives dans un écoquartier au monde, elles sont petites, elles sont chauffées par les habitants, par le solaire passif, mais elles sont surtout petites. Elles font 60 mètres carrés, donc elles sont super bien isolées, mais on n'aurait pas pu faire ça avec 120 mètres carrés. Il y a aussi un lien fort entre économie d'énergie et microclimat. On en a parlé tout à l'heure, on parle d'architecture bioclimatique, mais je pense que c'est la ville bioclimatique qui est importante. Il faut climatiser l'espace extérieur et le végétal est très efficace pour ça. Donc, en un mot, quand on articule vraiment fondamentalement climat, urbanisme et transport, on a des tissus urbains plus denses et profondément végétalisés. Vous allez dire, mais alors il n'y a pas d'espace pour faire de la densité du végétal. Si, c'est une équation à 3 termes. Il y a 20% du sol qui est affecté au système automobile, donc il suffit de prendre à ce système automobile. C'est-à-dire, il y a la densité, il y a la nature en ville, et puis il y a le système automobile. Donc de l'espace, il y en a dans les parkings, tout l'espace occupé par le système automobile. Donc c'est un arbitrage à 3 termes. Les modes doux sont plutôt moins dévoreurs d'espace que la voiture individuelle. Donc ce n'est pas forcément une opposition densité-nature, très loin de là, parce que la densité sans végétalisation est très peu acceptable en général. Alors maintenant, on va essayer d'attaquer des exemples concrets en comparant un cas en Suède et un cas en Allemagne. Alors je vais commencer par les cas suédois, puisque c'est eux qui ont inventé l'idée de sortie des énergies fossiles à l'échelle locale. Et la Suède va dans cette direction à travers la biomasse. Ce qui pose des questions, mais c'est un petit pays plein de ressources en biomasse. Donc pour eux, ça coule de source et c'est peut-être tout à fait adéquat. Alors cette sortie des énergies fossiles se joue à l'échelle nationale et locale. Même si c'est un objectif au départ local, c'est Växjö, la petite ville de Växjö, qui a inventé cette idée dans le cadre de son agenda 21, qui l'a voté à l'unanimité du conseil municipal. C'était complètement stratosphérique. Mais après, il y a un réseau de villes qui s'est constitué, suédoise, pour sortir des énergies fossiles. Puis très vite, le gouvernement a relayé, donc a adopté le même objectif de sortie des énergies fossiles. Mais les villes ont été elles pouvaient se permettre, peut-être parce qu'elles n'avaient pas de... Si, il y a un constructeur automobile, c'est Växjö. Mais elles avaient un peu moins de lobby économique, donc elles pouvaient se permettre des fenêtres comme ça d'action politique plus audacieuses. Mais ça, c'est fait quand même dans un aller-retour constant entre nations et villes. Elles ne sont pas toutes seules. Alors, en Suède, l'électricité est quasiment décarbonée. On est sur une base hydroélectricité et nucléaire. Donc la question, ce n'est pas l'électricité, c'est le reste. Donc il y a 2 grandes orientations dans cette stratégie, le chauffage et les transports. Le chauffage, il y avait des réseaux de chaleur très étendus, on les passe à la biomasse. Ils ont déjà un taux de raccord assez important dans les villes. Par exemple là, avec Växjö et Stockholm, 72-76% des logements et des entreprises sont reliés au réseau de chaleur, donc c'est des gros réseaux de chaleur centralisés. L'objectif, c'est de passer à 100% biomasse. Donc là, les effets sur le CO2 sont très fort, on va le voir. Et puis l'autre problème, c'est les transports, avec un choix de passage au biocarburant pour le véhicule motorisé, et puis d'électrification complète des transports en commun. On verra à Stockholm une électricité verte, c'est-à-dire labellisée et non nucléaire, labellisée par la Société de conservation de la nature suédoise. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'en Suède, il y a une gouvernance multiscalaire, c'est-à-dire multi-échelle du climat. Donc même si les villes ont pris l'initiative, ça s'articule. Et il y a beaucoup de choix nationaux qui facilitent l'action locale. Alors d'abord, un peu d'histoire. On ne part pas de rien. Il y a eu une politique énergétique nationale. Dans les années 66-67, en Suède, les mouvements environnementalistes, naturalistes, se sont absolument opposés aux grands barrages. On voulait sauver les rivières.
tous les week-ends, on est dans la nature, on pêche. Bon, il fallait sauver ces écosystèmes, donc un refus de déploiement de l'hydraulique. Un refus aussi de la pollution atmosphérique, puisqu'il y avait un problème d'acidification assez fort à cause du charbon, des villes, des lacs, etc. D'ailleurs, qui est à l'origine de la conférence de Stockholm en 1972, la première conférence sur l'environnement de l'ONU, 20 ans avant Rio, c'était l'acidification qui alertait beaucoup les pouvoirs publics à l'époque. Donc, on refuse l'hydraulique, on refuse le charbon à cause de la pollution acide. Donc le pays fait le choix du nucléaire, mais aussi de l'efficacité énergétique, à la différence, je dirais, de la France, si je suis un peu schématique. Les deux ensemble. Mais en 1979, il y a l'accident de Three Mile Island, et donc un référendum est organisé, et la Suède fait le choix de sortie du nucléaire. Choix qui par la suite a été remis en question et qui est très incertain au fil des gouvernements, notamment de droite, etc. Mais la question n'est pas réglée. Mais en tout cas, en 1979, on décide de sortir du nucléaire. Et alors du coup, il faut mettre le paquet sur l'efficacité énergétique. Il n'y a pas le choix. On ne veut pas des grands barrages, on ne veut pas du charbon, on ne veut pas du nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, la Suède adopte dans les années 80 la réglementation thermique pour les bâtiments la plus contraignante des pays de l'OCDE. Donc on est très, très en avance sur l'isolation thermique. La Suède a aussi économisé l'équivalent de 40% de son CO2, de ses émissions entre 70 et 90, ce qui est quand même très important, et a le même objectif entre 1990 et 2020. Aujourd'hui, enfin en 2010, la Suède avait économisé 18%, sur ses 40%, 18% par habitant, ramené à tête d'habitant. Donc il y a encore beaucoup de travail parce que 2020, c'est demain. Le pays plafonne sa demande d'électricité à partir de 87. Ça aussi, c'est très fort. Nous, je crois que depuis les années 70, enfin, il y a une époque où on avait 40% de notre électricité qui était d'origine renouvelable. Voilà. Et puis maintenant, c'est 12%. Donc, les énergies renouvelables n'ont fait que chuter. Pourquoi ? Parce que la consommation d'électricité, elle a été multipliée par 2,3. Voilà. La Suède, elle plafonne, mais elle plafonne avec des choses comme des réglementations thermiques, etc. Et aussi dans l'industrie, les éco-process, ils sont en avance. Donc, ça, il y a une politique énergétique nationale. Deuxièmement, l'État a toujours, enfin, en tout cas pour la question climat, mise sur les collectivités locales pour atteindre ses objectifs nationaux. On atteint les objectifs nationaux via les collectivités locales. Enfin, pas seulement, il y a des choses sur l'industrie, mais c'est multiscalaire, c'est pensé de manière multiscalaire. Et ça, particulièrement à partir de 1998, quand les sociodémocrates sont arrivés au pouvoir, où il y a eu un gros paquet d'actions sur les initiatives en faveur du développement durable et du climat. Et les programmes LIP et CLIM sont très connus parce qu'on a dégagé beaucoup de millions d'euros pour les initiatives locales de développement durable. Donc ça a été financé. D'autre part, un certain nombre d'outils nationaux existent. En 1991, la Suède adopte une taxe carbone qui va augmenter progressivement pour atteindre à peu près 100 € la tonne. Pourquoi ? Parce que le pétrole est norvégien. Donc la Norvège et la Suède, il y a des rivalités. Donc c'est aussi un objectif d'indépendance énergétique par rapport à la Norvège. Mais en tout cas, et puis des objectifs climat. Les deux vont sans doute en coalescence. En tout cas, cette taxe carbone, elle aura un rôle fondamental. D'autre part, tous les utilisateurs d'électricité ont l'obligation d'acquérir des certificats verts qui sont achetés à des producteurs d'énergie renouvelable. Et ça finance le développement des énergies renouvelables. D'autres choses, pour montrer le degré de décentralisation, les villes, jusqu'en 2005, pouvaient imposer des quotas d'émissions à leurs entreprises. Après, il y a eu le marché européen, c'était plus possible. Elle pouvait dire à une entreprise de plafonner le CO2. Il y a eu aussi du côté des biocarburants l'incorporation obligatoire de biocarburants dans les fuels automobiles. Et puis toutes les stations essence doivent, c'est une loi, procurer du biocarburant. Actuellement, l'objectif c'est de rendre le parc de véhicules suédois indépendant des énergies fossiles d'ici 2030. Donc ça aussi c'est un objectif ambitieux. Alors, quand je dis que l'État mise sur les collectivités, notamment par l'aide à la reconversion des réseaux de chaleur municipaux, puisqu'ils existent déjà en partie, donc on peut les étendre, mais ils sont déjà là, il y a une base, parce qu'il y avait beaucoup de déchets de bois, de scierie, et puis bon, c'est dans les villes scandinaves, il y a des réseaux de chaleur, en Finlande, c'est pareil. Donc,
Cette aide à la reconversion des réseaux de chaleur, d'après l'association suédoise des villes, aurait permis d'économiser 20% des émissions nationales de CO2 entre 1990 et 2009. Donc c'est massif, enfin ça a l'air massif. Après, je ne suis pas économiste, il faudrait vérifier de plus près, mais c'est ce que dit l'association nationale des villes. On ne va pas parler de Växjö, qui est la première à avoir mis un plan de sortie des énergies fossiles, parce qu'on n'a pas le temps, donc on va aller directement à Stockholm. C'est la même politique que Växjö, mais déployée à l'échelle d'une métropole importante, avec 2 lignes directrices, mais vous l'avez compris, je crois, conversion du réseau de chaleur urbain à la biomasse, conversion des transports à la biomasse. Le premier plan climat est adopté en 1996 à Stockholm et réduit les émissions de CO2 de 26%, ce qui est sans doute un record au niveau mondial. Peu de villes sur leur territoire, pas sur le patrimoine, peuvent revendiquer un tel résultat. Donc sur cette base, la ville adopte un programme de sortie des énergies fossiles d'ici 2050, à l'échelle du territoire. Parce qu'on a prouvé qu'on pouvait faire moins 25%, donc pourquoi pas aller plus loin. Alors elle va se doter de 2 partenaires clés, la compagnie d'énergie et la compagnie de transport en commun. Donc ce n'est pas la ville qui agit seule, enfin elle a des partenaires qu'elle pilote un peu. Mais, alors là, une image sur le comté de Stockholm, 1,8 million d'habitants, 180 km du nord au sud. En fait, par exemple, tout le système de transport en commun, l'autorité organisatrice des transports, c'est le comté. Donc, vous voyez, le PDU, le plan de déplacement urbain, c'est le comté sur 180 km. Autre chose à signaler ici, il y a 876 000 habitations et 90 000 dachas. Donc les Suédois sont très très attachés à leur automobile, pour ceux qui en ont les moyens, pas pour ceux qui vivent dans les banlieues qui font parler d'elles au niveau médiatique. Mais pour ceux qui en ont les moyens, tous les week-ends on part dans un milieu dispersé, on a besoin de la voiture. La voiture n'est pas tellement utilisée au quotidien, elle est utilisée pour le week-end. Donc il y a une dépendance automobile forte. En Suède. On dit « your car is your castle » en Suède. Donc, beaucoup de conscience écologique, un très fort attachement à la voiture. Volkswagen, donc un secteur automobile vigoureux. Alors, l'action, 3 étapes. La première étape, c'est le chauffage. La compagnie d'énergie était municipale à Stockholm. Et avec la taxe carbone suédoise, la compagnie Birka a fait le choix de sortir des énergies fossiles parce que c'est un choix strictement économique. Enfin, pas strictement, parce que bien sûr, c'est une compagnie influencée par la politique municipale, mais de toute façon, il était beaucoup plus économique de sortir des énergies fossiles que d'y rester. Alors cette compagnie, avec l'arrivée des conservateurs libéraux, a été privatisée. Donc c'est un gros groupe... Fortum, un gros groupe finlandais, mais les objectifs n'ont pas été remis en question. D'abord pour des raisons économiques, et ensuite il y a, si vous voulez, même c'est du secteur privé, il y a une perméabilité. Par exemple, le directeur de l'environnement de l'entreprise énergie Fortum, il travaillait au plan climat municipal. Donc les gens du public travaillent dans le privé et vice-versa. Donc il y a une perméabilité aussi des objectifs politiques. Et lors de cette privatisation, l'argent a été utilisé par la ville de Stockholm pour dépolluer des sols pollués, donc pour refaire du resserrement urbain, notamment les gros écoquartiers, et pour financer avec des millions d'euros le plan climat. Donc Fortum, privatisé, adopte le même objectif. Et pour sortir des énergies fossiles, c'est assez simple, il suffit de reconvertir toutes les centrales à la biomasse. Donc il en manque une, il y a encore une centrale au charbon, ce qui fait que le réseau de chaleur en 2009 repose à 75% sur les énergies renouvelables et à 13% sur le charbon. Et puis le reste, c'est des déchets, et ils ne comptent pas l'incinération des déchets comme énergie renouvelable. Alors dans cette énergie renouvelable, on n'a pas d'autonomie au bois. À Växjö, la petite ville qui veut sortir, c'est que des déchets bois recueillis à 100 km à la ronde. À Stockholm, c'est impossible. Une ville d'1 million d'habitants, on ne peut pas. C'est pas à 100 km à la ronde. Donc du coup, il y a une vingtaine de biocombustibles qui sont utilisés. Les déchets bois, un tiers. Des déchets non conventionnels, huile résiduelle de l'agro-industrie, de l'industrie cosmétique. Et troisième tiers, les agrocarburants, ce
qui peut poser évidemment des problèmes. Et selon le cours du marché, en fait, l'entreprise, semaine par semaine, achète ses fuels, c'est de la spéculation, en fait, pour avoir le fuel le moins cher. Tantôt, c'est l'agrocarburant, tantôt, ils s'interdisent l'huile de palme, ils ont quelques interdits, tantôt, c'est les graisses de l'agro-industrie, tantôt, c'est... Voilà. Et globalement, ils sont un tiers. Et ils sont passés de 72% de raccordement au réseau à 76% en 2008. Et avec ce simple raccordement, Fortum a regagné tout l'argent, l'équivalent du prix de rachat de l'entreprise à la ville. Donc dans la mesure où la ville dit l'objectif c'est 100% de couverture, c'est extrêmement rentable pour l'entreprise, y compris de rester dans cet objectif de sortie des énergies fossiles parce qu'elle compense en raccordant d'autres clients. Donc économiquement, ça marche. Pour la deuxième partenaire clé, c'est la compagnie de transport en commun à l'échelle du comté, voilà, qui a décidé plusieurs choses, qui a décidé de sortir des énergies fossiles d'ici 2025. Alors ça fait partie du 5e programme environnemental du comté, donc toujours un objectif politique, mais aussi les biocarburants sont détaxés en Suède, ils sont plus économiques, donc il y a des incitations économiques. Alors, tous les trains, métro et tramways fonctionnent à l'électricité verte dans le comté. Les bus sont passés en biodiesel et biogaz. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de biogaz. On manque de biogaz pour fournir toute la cohorte du bus. Et puis, en plus, ça coûte cher de financer ces nouveaux bus au biogaz. Donc, c'est un objectif difficile. Aujourd'hui, 75% des kilomètres, enfin il y a 2-3 ans quand j'ai fait l'étude, des kilomètres effectués en transport en commun dans le comté sont faits avec des énergies renouvelables. Et parallèlement, il y a un péage urbain que vous connaissez, qui a été mis en place pour limiter la circulation dans le centre. Les véhicules au biocarburant sont exemptés de péage urbain. Et d'autre part, l'État plus la ville font tout pour appuyer les véhicules au biocarburant. Donc, y compris près de véhicules au biocarburant aux entreprises pour qu'elles les essayent. Les camions de collecte des déchets, tout ça, c'est biocarburant. Les ventes de biocarburant sont massives. Enfin, elles sont passées majoritaires, en fait. 46% des déplacements sont faits en voiture, mais en fait, en kilométrage, dans le comté, c'est 64% des kilomètres qui sont encore faits en voiture. D'où ce choix sur les biocarburants, c'est-à-dire sur l'idée que non, il n'est pas possible de tout faire en transport en commun, qu'il y a quand même une bonne part de véhicules qui circulent dans ce comté. Alors, en termes de transport, ça c'est un peu un record puisque les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont diminué de 90 à 2005 et même diminué beaucoup de 23%, alors que c'est toujours le secteur où elles augmentent, même quand on diminue globalement les émissions. Dans les transports, ça augmente. Donc, elles sont passées de 1,6 tonnes à 1,3 tonnes. J'ai concocté ce tableau avec des données de la ville. Le chauffage, on est passé de 2,9 tonnes d'émissions de CO2 par habitant à 1,8 tonnes. L'électricité, on a un problème parce qu'elle est décarbonée partout sauf à Stockholm, donc elle n'est pas encore complètement décarbonée, mais c'est quelque chose sur lequel il est vraiment possible d'agir, sachant que le nœud, bien sûr, ça va être les transports, puisque le chauffage aussi, on voit bien où ça va. Donc on est en 2007 à 4 tonnes et l'objectif c'est d'aller à 3 tonnes dans un nouveau plan climat. Donc l'action transport, l'action biomasse réseau de chaleur qui est la plus facile parce que quand on a un réseau de chaleur qui couvre presque l'ensemble de la ville, c'est une décision politique de le shifter à la biomasse. Alors que quand on n'a pas ça, pour passer le chauffage, réduire les émissions de CO2, il faut des milliers de décisions, des milliers d'acteurs, des milliers de partenariats. Bon là c'est vrai que c'est plus facile. Troisième étape, la municipalité est bien conservatrice libérale, donc le plan climat il a fluctué aussi selon les sociodémocrates et les conservateurs libéraux. Quand ils sont arrivés au pouvoir, la politique climat a été arrêtée, puis très vite, au bout d'un an, ils se sont rendus compte que c'était prioritaire. Pourquoi ? Parce que ça pouvait créer des emplois, entre autres. Donc très vite, relance du plan climat de Stockholm, très ambitieux en 2010, mais on ne touche plus aux questions des transports, qu'on a laissé à la gauche, c'est trop conflictuel. Donc c'est un plan orienté économie d'énergie dans le bâtiment, mais qui est très très ambitieux, avec un objectif de réduction de 25% des émissions de CO2 en 5 ans, d'ici 2015. Donc d'abord une action sur le patrimoine municipal, essentiellement avec des ampoules LED, qui a permis quand même d'économiser 100 000 tonnes équivalent CO2, donc moins de 10% de consommation énergétique en 3 ans. C'est assez massif en termes de tonnage CO2 dans le bilan carbone du territoire.
Et d'autre part, la réhabilitation thermique des logements publics, puisque un tiers du parc existant de la ville de Stockholm sont des logements publics qui appartiennent à 3 compagnies de logement. Donc c'est un partenaire aussi, les compagnies de logement. Et là, l'objectif, c'est de rénover tout, mais dans un premier temps, 50% du parc public de 2010 à 2014, avec un budget de 150 millions d'euros par an, donc qui est très conséquent. Donc en 4 ans, rénover la moitié du parc public, qui lui-même représente un tiers du parc de logement de la ville de Stockholm, hein, qui est une grande ville, hein, c'est une ville assez étendue. En revanche, l'objectif peut surprendre. L'objectif, c'est d'arriver à 180 kWh par mètre carré par an dans cette réhab, c'est-à-dire de faire baisser les consommations d'énergie de 10 à 15%. On se dit, mon Dieu, une entreprise aussi vaste qui touche autant de logements, qui est aussi massive pour aussi peu d'objectifs. En fait, c'est un choix. Et le choix, c'est une action à grande échelle, massive, avec un retour sur investissement rapide. Si on avait eu un retour sur 20 ans, en visant du 50 kWh, on n'aurait peut-être pas eu les moyens de le faire à une aussi grande échelle. Parce que vous savez que l'isolation thermique a des rendements décroissants. Donc c'est une politique pragmatique, c'est une politique qui se justifie aussi en termes d'orientation politique, de rentabilité, mais aussi en termes de CO2, parce que vous connaissez les effets boule de neige dans la question du CO2, donc il est urgent d'agir à très très court terme sur le CO2 et sur le méthane. Donc même en termes écologiques, strictement, ça peut tout à fait se défendre. Et puis, on verra aussi que c'est un choix lié au réseau de chaleur urbain. Fortum a besoin de gens qui consomment du chauffage. Donc ce chauffage urbain, c'est peut-être pas très compatible avec de l'habitat passif, comme ce que fait l'Allemagne. Et là, on commence à contraster les politiques. Sinon, dernier mot sur Stockholm, bien sûr, une politique de planification forte avec, on récupère des friches en première couronne et on veut étendre donc le centre vers ces premières couronnes. Donc ça, c'est les fameux écoquartiers. Celui-là, ça sera un quartier sans énergie fossile, mais ce sont des écoquartiers plutôt gentrifiés qui accentuent la ségrégation sociale, mais qui répondent à un certain nombre de... qui font vraiment du resserrement urbain avec une ligne de val. Si on va du côté allemand, on n'a pas du tout les mêmes choix. On a des choix de décentralisation énergétique et d'efficacité énergétique, de réduction des consommations d'énergie, donc de sobriété. Pourquoi ? D'abord, en Allemagne, ce qui existe, c'est une tradition antinucléaire très forte qui est héritée du pacifisme après la guerre, et beaucoup de villes sont marquées par des luttes antinucléaires. Leur mouvement civique, les associations, la société civile, elle est là-dedans. Donc en fait, ces villes, elles sont face à une double transition énergétique. Sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles. Ce qui est évidemment pas simple. D'autre part, la politique climatique est très tardive. Le climat est très préoccupé énormément les acteurs locaux, les citoyens depuis très longtemps en Allemagne. Mais avec la réunification, il y avait d'autres priorités. Donc l'action fédérale est quasi inexistante jusque récemment. Mais après, elle va être très forte. Mais elle a vraiment, au début, c'est les villes qui ont agi seules. Hanovre a agi seule. Et pas d'action fédérale vraiment importante. On soulignera aussi que c'est le pays le plus pollueur de l'Union européenne à cause d'un mix énergétique électrique basé encore sur la lignite et le charbon. Voilà. Mais déjà en 2012, 22% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique électrique, ce qui est considérable. Surtout que on partait très loin puisque nous on avait l'hydroélectrique en France, mais ce n'était pas le cas de l'Allemagne qui avait très peu de d'ENR il y a quelques années. Donc l'Allemagne a commencé à agir en prenant des lois déterminantes sur les énergies renouvelables en 2000, qui ont été renforcées en 2004, avec des tarifs de rachat très avantageux pour les énergies renouvelables. Une loi aussi qui a favorisé la cogénération. Et c'est vraiment en 2008 qu'on observe une politique climat fédérale ambitieuse qui se donne un objectif, réduire de 40% de CO2 d'ici 2020. En fait, l'Allemagne a déjà réduit de 20% ses émissions de CO2. C'est peut-être aussi lié à l'Allemagne de l'Est, mais pas seulement. Alors, pour réduire ces 40% de CO2, on mise sur les énergies renouvelables, la réglementation thermique et la réhabilitation thermique, la réduction des besoins de chaleur dans le logement, qui bien sûr va créer beaucoup d'emplois, peut créer beaucoup d'emplois. Et en 2011, on passe à une autre étape avec l'adoption du concept énergétique, du tournant énergétique, Energiewende, extrêmement ambitieux cette fois, puisque là il s'agit de réduire quasi totalement les émissions de CO2 en 2050, d'avoir en 2050 60% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie
d'énergie finale, ce qui est énorme, de diviser par 2 la consommation d'énergie primaire, de diviser de 25% la consommation d'électricité. Tout ça, c'est des objectifs extrêmement ambitieux. Et de réduire les besoins de chaleur des bâtiments de 80%. Donc, c'est des objectifs très très forts, mais qui arrivent tard. Alors, pour les villes, elles ont agi en roue libre pendant très longtemps. Elles étaient toutes seules. Alors, Hanovre, son problème, c'est Tchernobyl. Après Tchernobyl, la ville décide de sortir du nucléaire. C'est inacceptable. Et elle va effectivement sortir du nucléaire en 1999. Ça se fait progressivement parce que, parallèlement, il faut produire de l'électricité et elle va le produire avec de la cogénération. En 1991, Hanovre s'implique dans un des premiers plans climat d'ICLEI, qui va être financé par la compagnie locale d'énergie, essentiellement à raison de 5 millions d'euros par an. Donc ça, c'est un fonds climat très important. Et ensuite, le plan climat va être porté par la région urbaine, qui est créée en 2001, qui est une région urbaine élue au suffrage universel direct. Là aussi, une très grosse innovation institutionnelle. Ça correspond au bassin de vie, mais élu directement. Le problème d'Hanovre, on le lit dans son mix énergétique. En 2005, la moitié du CO2 est due à l'électricité, contre, pas pour Stockholm, mais habituellement en Suède, 0 ou très peu. 34% au chauffage, 17% au transport. Par exemple, avec Cieux, j'ai plus les chiffres en tête, mais si en 2010, après la politique énergie, 80% du CO2 de Vexieux est dû au transport. Voilà. Là, c'est 17%, 50% pour l'électricité. Donc, le problème, c'est l'électricité. Alors, la ville a agi d'abord par des programmes d'économie d'énergie, donc avec des subventions pour faire des économies d'énergie, avec des solutions ingénieuses. Par exemple, les écoles pouvaient économiser de l'énergie, elles récupéraient ce qu'elles économisaient, ça permettrait de développer des projets pédagogiques, un peu à la façon de Bologne, si vous voulez. D'autre part, une réglementation thermique locale, qui était de 55 kWh par an, qui a été testée dans un écoquartier étendu à l'ensemble de la ville sur les terrains municipaux, donc 2 fois moins que la réglementation thermique fédérale à l'époque. Et puis en 2007, on passe à un autre stade, puisqu'on passe à une demande d'habitat passif sur tous les terrains municipaux. Et ça sortit d'une politique foncière vigoureuse. Chaque fois que la ville vend du foncier, elle impose maintenant l'habitat passif. Donc on va beaucoup plus loin qu'à Stockholm, vous voyez, où on était sur de la réhab à 180 kWh. Mais on n'a pas de réseau de chaleur. Voilà. Et puis bien sûr, en termes de planification, les concepts de ville à courte distance, de polycentrisme. La ville compacte, disons, un idéal de ville compacte qui est planifié à l'échelle de la région urbaine. Donc il y a de l'étalement urbain, il ne faut pas se leurrer, mais les communes sont obligées de jouer le jeu du polycentrisme et de la compacité urbaine. D'autre part, la ville agit sur son mix énergétique puisqu'elle a une Stadtwerke, une compagnie municipale d'énergie, et elle décarbonise son électricité et elle décentralise l'énergie. Donc, il y a quelques années, on comptait 150 microcentrales en cogénération qui produisaient déjà 29% de l'électricité de la ville, contre 12% en Allemagne. Donc, un essor très fort de la cogénération et un essor des ENR, éoliennes en particulier. Sur le secteur des transports, l'action est beaucoup plus fragile puisqu'on a un magnifique réseau de transport en commun à tarification intégrée depuis 1970, donc très ancien, un peu comme à Fribourg, très intermodal, mais en revanche, il n'est pas question de piétoniser massivement ou de faire des zones 30 massivement comme à Fribourg, parce qu'à Hanovre, il y a Volkswagen, à Fribourg, il n'y a pas Volkswagen. Donc on ne peut pas, il y a un club automobile très très puissant à Hanovre qui interdit l'action sur l'automobile. Donc on plafonne sur la question des transports. Alors, Hanovre a réussi à diminuer ses émissions de CO2 d'à peu près 9%, 10%. Elle émet encore beaucoup plus de CO2 par habitant par an qu'une ville française, par exemple, parce que c'est le charbon derrière. Et en 2008, dernière étape, Hanovre adopte l'Alliance Climat, 80 partenaires publics, privés, avec un objectif de réduire le CO2 de 40% d'ici 2020, à l'exclusion des transports. On ne met plus que tout sauf les transports parce qu'on ne peut pas agir politiquement sur les transports.
Donc finalement, Stockholm et Hanovre ont des similarités de ce côté-là, pas pour les mêmes raisons. Et comment on va tenir ces 40% de CO2? Essentiellement par la réhabilitation thermique massive, d'autant qu'il y a un programme fédéral extraordinaire, puisque c'est le programme le plus ambitieux au monde, avec en 2012 27 milliards d'euros dégagés par l'Allemagne et la banque FKV sur la réhabilitation thermique. Donc c'est pas suffisant pour atteindre les 40% de l'Allemagne, mais c'est quand même absolument fort. Avec bien sûr retour sur investissement. C'est qu'une question. Il y a du retour sur investissement. C'est pas de l'argent perdu. Si on fait une rapide analyse en miroir, on peut voir que la gouvernance multiscalaire du climat a été très contrastée jusqu'en 2008. Hanovre est partie seule et donc elle s'est investie dans tous les réseaux de villes. Hanovre est une des 3 villes pilotes de la campagne européenne des villes durables, 2500 villes. Hanovre est à la base de tous les réseaux de villes qui s'occupent d'énergie et de climat en Allemagne, en Europe. C'est une figure de proue des villes européennes. Si vous dites ville durable en Europe, vous dites Hanovre, quoi. Bon. Donc l'aide des réseaux européens parce que pas d'appui au niveau land et fédéral. Je schématise, hein, mais c'est l'investissement énorme d'Hanovre dans les réseaux européens, y compris dans la campagne européenne, qu'elle a gouverné littéralement, s'explique par cette absence d'appui à d'autres niveaux. Elle est membre fondateur de l'Alliance Climat aussi. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces deux pays, il y a des outils nationaux qui rendent la transition énergétique inéluctable et rentable. C'est important, inéluctable. C'est-à-dire que on sait, enfin Birka, Fortum sait que ça ne va pas changer, que la Suède ne va pas changer son fusil d'épaule. Donc, c'est rentable économiquement à cause de la taxe CO2, mais surtout, il n'y a pas le choix parce que le signal politique, il est fort, il est stable, c'est comme ça. Donc, on ne va pas pouvoir dire « Ah oui, mais est-ce que c'est risqué? Dans 10 ans, ça sera différent. » Non, il y a un signal fort qui est donné. Et par les tarifs de rachat ENR, alors il peut y avoir des reculs, effectivement, en Allemagne, mais le signal est assez fort. Et ces mécanismes-là, tarifs de rachat, taxe CO2, certificat vert, rendent économiquement viable cette transition énergétique. Enfin, du moins pour un certain nombre d'opérateurs, comme les opérateurs énergétiques, comme même la compagnie de bus, etc. On voit bien sûr, c'est confirmé, le rôle central des compagnies d'énergie pour la réduction de CO2, hein, puisque c'est les compagnies qui a changé de mix à Hanovre, et puis bon, Birka. Les plans de développement des transports en commun, c'est à l'échelle de la région urbaine, donc voilà, et du comté de Stockholm, hein, c'est pas nos PDU. On a en revanche un secteur automobile qui pèse beaucoup sur les politiques locales, je l'ai dit. Pour le secteur du bâtiment, de grands contrastes entre un réseau de chaleur centralisé qui a besoin de vendre de la chaleur et une recherche d'habitat passif. Bon, maintenant, on voit quand même des mix s'opérer et tout. C'est pas contradictoire, mais ça, c'est une histoire puisque c'était au début. Maintenant, on va essayer de faire des réseaux de chaleur, y compris avec de l'habitat très économe. On peut réconcilier ces contraires, mais historiquement, ça a été des choix tout à fait différents. Alors, pour les villes françaises, eh bien sûr, nous avons plusieurs problèmes. Mais vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour les connaître. D'abord, le premier, c'est un fort handicap à cause de systèmes centralisés de production et de distribution d'énergie. Les villes ne peuvent pas choisir le mix énergétique. Or, Hanovre et Stockholm, elles agissent d'abord sur le mix énergétique. Nous, on ne tient pas ce secteur-là. On voit que les plans climat pionniers en France, c'est dans les villes où il y avait des fournisseurs locaux d'énergie. On observe cependant le développement des réseaux de chaleur bois, ça c'est intéressant, mais sans cogénération. Ça, c'est très problématique. Donc, c'est très bien les réseaux de chaleur bois français, mais sans cogénération, sans production d'électricité, parce que EDF n'a pas tellement envie que... Voilà. Donc, ça, c'est un peu une hérésie, au dire même de l'ADEME, de faire de la chaleur sans électricité. Deuxième problème lié à la centralisation, c'est celle du financement du développement des énergies renouvelables, parce que en Suède ou en Allemagne, ce financement, il est en partie citoyen. Les coopératives d'énergie, en Suède, on les connaît bien en Allemagne, mais en Suède, c'est pareil. Les éoliennes, c'est des gens qui achètent, investissent dans des parts, font une coopérative éolienne, et ça leur apporte beaucoup plus que n'importe quel placement bancaire sérieux. Du 8% par an, en fait, à Stockholm. Donc, ce financement-là, nous, on ne l'a pas parce que cette centralisation fait que nous, on n'a pas en main ce secteur. Dans nos têtes, c'est ailleurs, c'est pas le citoyen. Alors, ceci dit, il y a des coopératives énergétiques qui émergent en France, en Rhône-Alpes, un petit peu.
Problème de périmètre de l'action publique, bien sûr, pour le développement des TC, pour les SCOT, avec une interterritorialité très faible. Je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que l'interterritorialité va tout régler, parce que pour l'instant, en termes de développement durable, on en est très loin. Et puis, problème de maîtrise du foncier, avec des choses quand même positives, telles que les contrats d'axe. C'est clair que ces politiques-là, à Stockholm, 60% du foncier est aux mains de la municipalité. À Hanovre, il y a une vigoureuse politique foncière, d'ailleurs qui rapporte plus, parce qu'ils achètent pour 10 millions d'euros par an, et ils vendent des terrains, ça leur rapporte 15 millions d'euros par an. Donc en fait, ils font du bénéfice, puisque les prix, c'est la spéculation municipale, publique, si vous voulez. Mais enfin, ça permet quand même d'orienter très sérieusement les opérations d'urbanisme sur de l'habitat passif. Quand on n'a pas le foncier, demander de l'habitat passif à Bouygues en 2007, je crois que ça poserait problème. Donc, il y a des politiques foncières locales à développer, c'est la clé de tout. En conclusion, mais j'ai encore 2 ou 3 slides de conclusion. Il y a aujourd'hui des voies divergentes de sortie des énergies fossiles. La bioénergie, pour l'instant, ça s'assortit donc la bioéconomie, la bioénergie, la biomasse. Ça s'assortit d'une isolation thermique modérée. On ne va pas aussi loin. Enfin, ceci dit, les Stockholmois partaient ils avaient déjà une très bonne isolation thermique, mais on est quand même à 180 kWh. Donc on ne va pas aussi loin qu'on pourrait le faire. Et puis les transports aux biocarburants, ce qui pose plein de questions, évidemment, que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, en Suède, on croit à la seconde génération de biocarburants, qui j'espère va arriver, mais pour l'instant, on n'a pas de biocarburant de seconde génération très opérationnel. Donc c'est l'éthanol du Brésil, etc., qui est quand même très efficace en termes de CO2, mais qui pose plein de problèmes. La deuxième voie, c'est celle de la décentralisation et sobriété énergétique. C'est évidemment des pays qui n'ont pas cette immense forêt, cette immense ressource. Mais elle est plus... Alors là, il s'agit surtout de réduire les consommations énergétiques et de développer les ENR. Et on va plus loin dans la réduction des consommations énergétiques, donc avec l'idée d'habitat passif ou positif, de ville à courte distance, de mode doux. Quand on fait de la microgénération, on a 90% de rentabilité par rapport à une centrale. Donc en fait, entre une centrale et une micro-centrale en cogénération, on a un facteur 3 à 4, rien que par le fait de décentraliser, quel que soit le fuel qu'on y met. Donc la décentralisation en soi est une énorme marge de manœuvre sur l'efficacité énergétique. La troisième voie française ou d'autres pays qui voudraient s'engouffrer dans l'essor du nucléaire, maintien ou essor du nucléaire, pour l'instant ça a été un frein au développement des énergies renouvelables et même de l'efficacité énergétique. Un frein à la cogénération, on le voit très bien avec les réseaux de chaleur au bois aujourd'hui, où on ne fait pas de cogénération. Ça induit une électrification des transports, une électrification du chauffage. Alors des transports, ok, du chauffage, non, ça pose plein de problèmes. Entre la France et l'Allemagne, il y a 27% de consommation électrique par habitant de différence. Donc l'Allemagne consomme 27% de moins d'électricité que nous et ne vit pas 27% moins bien. Donc loin de là, en plus avec une base industrielle forte. Et l'énergie représente la même part moyenne dans le budget des ménages. C'est-à-dire le kilowattheure est très cher, ok, mais la part moyenne du budget, c'est la même. Alors évidemment, ça handicape un peu plus peut-être les populations les plus pauvres en Allemagne, en termes de discrimination sociale. Mais au niveau de la moyenne, les ménages allemands ne paient pas plus cher. Parce que le système est beaucoup plus efficace au niveau de l'efficacité énergétique. Une autre voie serait celle de la décroissance énergétique. Elle est portée par des groupes de militants. Donc ça, c'est la transition énergétique civique, la simplicité volontaire, la transition towns, la décroissance. Elle est extrêmement efficace parce que l'empreinte carbone est complètement corrélée aux revenus. Mais elle se fait comme ça dans des petits îlots. Aujourd'hui, des petits groupes de population, pas à l'échelle de territoire entier. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a compatibilité ou contradiction ? Bien sûr, la réalité, ça sera un mélange de tout, y compris avec de la décroissance énergétique citoyenne, etc. Mais il y a des options politiques divergentes, et c'est ça que je voulais souligner. La première, c'est entre l'énergie centralisée ou l'énergie décentralisée. Et l'énergie centralisée, c'est l'atome, mais ça peut être aussi l'or vert, Donc la biomasse, ça peut être aussi assez centralisé. Par exemple, le combat entre le véhicule au biocarburant et le véhicule électrique, c'est un combat avant tout industriel.
Et l'option décentralisée suppose une très grande multiplicité d'ENR et beaucoup de sobriété. Il y a un autre débat politique, objet de divergence. Jusqu'où la décroissance énergétique? Quel degré de décroissance énergétique? Habitat passif, ok, décroissance énergétique, urbanisation compacte, c'est agglomération sans voiture, là déjà ça coince un peu plus, circuit court, relocalisation de la production, autonomie alimentaire des métropoles, biomatériaux de construction, monnaie locale, on peut aller très loin sur la décroissance énergétique. Là c'est des clivages politiques. Et enfin, pour finir, parce que c'est très important, je reviens sur l'impensé des consommations indirectes d'énergie. On ne peut pas agir sur les consommations directes sans considérer les consommations indirectes. Il faut une approche systémique. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets rebonds qui sont bien établis. Par exemple, on peut avoir une efficacité énergétique là-dessus. Ça, c'est fait avec 10 fois moins d'énergie. Mais je change de montre tous les 2 ans parce que les modes changent ou de textile. Et donc, la quantité de biens consommés, l'obsolescence fait que, en fait, je consomme beaucoup plus d'énergie parce que les produits sont jetables. Et c'est même pareil à l'échelle du bâtiment. Dans les bâtiments, ils peuvent être très économes maintenant, de plus en plus, mais il y a un processus de décohabitation. Il y a un accroissement de la taille des logements. Il y a la multiplication des biens électriques et domotiques. Il y a des phénomènes de multi-résidence. Donc, en fait, la consommation du parc, elle ne fait que s'accroître alors que le bâtiment devient de plus en plus vertueux. Ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, il y a des postes de consommation qui sont en vase communicant. C'est-à-dire, si vous êtes très vertueux sur les consommations directes d'énergie, vous faites des économies. Vous n'avez plus de budget chauffage. Très bien, vous économisez, mettons, 600 € par an. Qu'est-ce que vous faites avec ces 600 € par an? Si vous les dépensez en consommation énergétique indirecte ou directe, vous payez un petit voyage au Baléares, il vaut mieux vivre dans une passoire thermique. Votre CO2, vous en produirez moins. Donc tout ce qui est économisé d'un côté est dépensé de l'autre si c'est dépensé. Donc le CO2, il est juste reporté du côté des dépenses libres et pas des dépenses contraintes. Et ça, c'est massif comme effet. Troisième problème, l'externalisation du CO2 dans les pays producteurs de biens de consommation. Tim Jackson a montré que, en fait, le Royaume-Uni a réduit de 6% officiellement. En fait, il les a augmentés de 11% dès qu'on calcule l'externalisation du CO2, parce qu'on ne produit plus rien ici, enfin, et donc c'est produit dans des villes sur la base, en plus, d'une base énergétique charbon. Alors, vous allez dire, mais ça, en quoi ça nous concerne ça pour les politiques urbaines? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de leviers politiques. Enfin, c'est compliqué, c'est nouveau, mais les politiques urbaines peuvent agir sur les consommations indirectes d'énergie. Elles peuvent agir, ça c'est une idée de Claude Roy du ministère de l'Agriculture, qui est une idée brillante à mon avis. La ville peut être un puits de carbone, comme l'océan. La ville, par ses matériaux de construction, au lieu d'avoir du ciment, du béton qui sont extrêmement émetteurs de CO2, si on avait des matériaux organiques, on pourrait capter, piéger du CO2. On sait faire des immeubles en bois de 20 étages. Les meilleurs isolants, c'est la paille pour la maison individuelle. Tous ces matériaux-là. Alors bien sûr, c'est de nouvelles filières matériaux, de nouvelles normes. Et ça, c'est compliqué avec les groupes. Voilà, c'est toujours des problèmes de lobby économique. Mais la ville en soi, effectivement, elle peut être un puits de carbone par tous ces matériaux d'infrastructure, de bâtis, d'équipements publics. On n'a pas assez réfléchi à cette énergie grise. Mais c'est des transitions fortes, enfin c'est la poursuite de la transition. Voilà. Ensuite, pour les produits de consommation, c'est les circuits courts, la seconde vie des objets, et puis la promotion de modes de vie bas carbone. Alors, typiquement, habitat groupé, locavorisme, voilà, centre de mutualisation, toute l'innovation sociale qu'on peut imaginer derrière les consommations indirectes d'énergie. Voilà.